Tatiana. Bonjour Marie. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour une petite causerie autour de l'éducation à l'amour. Voilà. Alors toi, tu es enseignante et coach. Et tu es française, mais tu as un super accent américain parce que tu as vécu pendant plein d'années en Californie, je crois, plus de 30 ans. Voilà. Oui. Je suis née à Cannes, donc je suis partie à 17 ans pour apprendre l'anglais. Je suis revenue 1 an, et ils nous obligent à revenir. Et puis à 19 ans, je suis repartie. Je suis partie à New York pour 2 ans. Et puis après Hollywood, pendant 10 ans où j'étais photographe dans la musique. Parce que justement, je m'étais un petit peu perdue dans l'éducation française et puis même américaine. Et bien que j'avais un grand désir de travailler avec les enfants, très jeune, je voulais pas être dans ce système qui m'avait pas bien nourrie moi-même. Donc j'ai mis de côté. Voilà. Justement, parce que la première question, c'est qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressée à l'éducation et en l'occurrence à l'éducation par l'amour? Comment t'en es venue à ça? L'éducation, au départ, je crois que j'aimais bien l'école quand j'étais petite. Et puis, je me rappelle quand j'étais ado, tout s'est passé environ au même moment. On a introduit l'algèbre, qui a été très difficile pour moi. Alors que je me sentais assez confidente dans mon intelligence, dans l'école en général. Du coup, j'ai perdu pied. Et j'ai questionné mon intelligence. Et puis en plus, il y avait des problèmes dans ma famille, donc c'était difficile. Et au même moment, il y avait un show à la télé, je ne sais pas si tu t'en rappelles, quand on a à peu près le même âge, qui s'appelait L'assistante sociale. Tu te rappelles de ce show? Ah non. Alors c'était une fille qui était dans les écoles et qui aidait justement les ados en difficulté. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Je me suis dit, moi j'aimerais bien faire ça. Et puis, mon père... Oui, c'était avec Véronique Jeannot. Oui. Ça y est. Oui. Ça nous âge là. Hein? Oui. Donc, voilà, j'en avais parlé avec mon père à l'époque et je me rappelle qu'il m'avait dit c'est pas une bonne idée parce que tu vas te retrouver dans un système où tu as les mains plus ou moins liées dans le dos avec peu d'argent pour aider les gens et ça va être difficile. Donc lui, il m'a cheminé dans un autre chemin, il m'a orienté, pardon si je trouve pas les mots, c'est vrai, 33 ans aux États-Unis, j'ai perdu un peu mon français. Et donc, et en même temps, comme je devais ou redoubler ou faire un CAP, voilà, mon père m'a dit, écoute, fais un CAP de secrétariat, ça te servira toujours, puis après tu peux décider ce que tu fais plus tard. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et à 16 ans, donc j'avais mon BEP, CAP, et mon père m'a dit, choisis, tu pars 1 an en Angleterre ou 1 an en Amérique pour apprendre l'anglais. Et j'ai choisi l'Amérique. Donc voilà, après j'étais à New York 2 ans, et Californie, ou à New York, parce que ma passion à l'époque c'était la photographie. Et comme je ne pouvais pas travailler dans vraiment ce que je voulais travailler, en fait, ça s'est passé un peu naturellement. Je prenais des photos de mes copains qui jouaient de la musique. Et puis petit à petit, j'avais des très belles photos. Et quand je suis arrivée à Hollywood, en Californie, je me suis dit... non, ça n'a pas commencé comme ça. Je suis allée à une fête, une grande fête des awards MTV. Tu te rappelles? Et dans cette fête, il y avait un acteur qui s'appelait Matt Dillon. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est un beau gosse et puis un genre de James Dean de notre époque, quoi. Et donc, je suis allée le voir et j'ai demandé si je pouvais prendre en photo. Et puis, il a été très rude avec moi. Il a un petit peu prétentieux, arrogant. Et donc, j'ai pas pris sa photo à ce moment-là. Puis, le reste de la soirée, de loin, je prenais des photos de lui. Et le lendemain, quand j'ai développé mes photos, j'avais plein de photos de lui. Et je me suis dit, je me demande si je peux en faire quelque chose. Et je suis allée à un magazine pour les jeunes et j'ai dit j'ai ces photos, et ils m'ont acheté la photo pour 150 €. 150 $ à l'époque, c'est il y a plus de 20 ans. Et je me suis dit, je peux gagner des sous en faisant de la photo. Donc voilà, j'ai pris, mais je voulais pas être paparazzi, c'est la photo, je voulais pas faire ça. Lui, je l'avais fait plutôt parce que j'étais en colère avec lui, il n'avait pas été sympa. C'était une autre vie. Et puis,
Voilà, je suis allée dans des éditions de magazines et j'ai montré mon portfolio. Et comme j'aimais la musique, je suis allée dans ces genres de magazines et j'ai été embauchée pour faire des photos dans des clubs, d'abord de petits jeunes, des petites bandes, et puis petit à petit m'envoyer dans les grands concerts. Et donc pendant 10 ans à Hollywood, j'étais photographe de musique. Voilà, ça a été mon chemin. Et puis vers 26, 27 ans, je me rappelle me dire mais c'est pas ce que je veux faire. Voilà, oui, je peux gagner des sous, oui, c'est la fame, rock and roll, tout ça, mais mon cœur, il n'était pas satisfait. Et je me disais, il faut que je trouve un moyen de travailler avec les enfants. Et là, j'ai commencé à chercher, j'ai eu la chance de rencontrer le programme Montessori, qui était une formation de 1 an. Maman? Non, j'étais pas encore maman, j'étais pas mariée. Et donc, je suis allée faire cette formation où en 1 an, je pouvais devenir maîtresse Montessori, travailler avec des enfants de 3-6 ans. Et donc, c'était formidable. Je n'avais pas besoin d'aller passer un bac dans le système que je n'aimais pas. Et des années en plus pour devenir enseignante, pour travailler avec des enfants. J'ai pu le faire en 1 an, mais c'était une formation extraordinaire. 1 an, mais très intense. Et dès que j'ai découvert Maria Montessori, je suis tombée complètement amoureuse d'elle. Et c'est elle qui a inspiré le modèle que j'ai créé aux États-Unis. Qui s'appelle le modèle Oui. Donc c'est je et nous. Voilà, c'est un modèle qui embrasse la communauté, mais dans le genre des villages indigènes. De vraiment, l'enfant grandit, il est élevé par un village. C'est cette diction, ou comment on dit on dit « ça prend un village pour éduquer un enfant ». Tu as déjà entendu ça? C'est un proverbe africain. Oui. Qui dit « ça prend un village ». Donc c'est vraiment basé sur ça. Ça prend un village pour éduquer les enfants. Et je pense que c'est un des problèmes de notre société, c'est qu'on est trop isolé. Voilà, on a perdu ce sens de soutien, de support, de transmission des générations plus anciennes. Mais c'est vrai que, comment dire, le modèle éducatif en Occident où finalement la famille elle est fondée sur le couple parental, sur la cellule, comment on appelle ça, nucléaire, c'est-à-dire que c'est papa, maman, la famille. Et alors que dans les modèles traditionnels, dans les cultures dites primaires africaines ou chez les Indiens ou chez aborigines, voilà, c'est ça. C'est vraiment le collectif, c'est-à-dire que la famille, elle est au niveau de la communauté et dépasse largement les parents, quoi. C'est ça. Et je pense que c'est une des maladies de notre société. Donc voilà, dans le modèle, je parle de ça aussi. Et donc voilà, j'ai été formée Montessori et j'ai pu tout de suite travailler dans une école Montessori en tant qu'assistante. J'ai eu mes unités, la nation aux États-Unis en demande 15, j'en avais 30, donc voilà, j'ai pu travailler tout de suite. Et tous les matins, je conduisais donc, pour aller à cette école où je travaillais, où finalement je n'étais pas heureuse parce que c'était une école Montessori qui avait tout le matériel Montessori, qui avait des instructeurs formés à la méthode, mais il manquait de cœur, il manquait d'humanité. Et au point qu'ils donnaient à manger aux enfants de la nourriture dans des boîtes de conserve. Et ils achetaient le sable le moins cher possible pour le jeu d'enfants. Les enfants avaient des champignons sur la peau parce que c'était tellement... C'était horrible. Et tous les jours, en allant à ce travail-là, je passais une école qui s'appelait Annalise. Et cette école m'appelait. Il y avait un tipi à l'entrée, il y avait des animaux, il y avait des cochons, des poules, des paons. Enfin, c'était juste magique. Et un jour, je me suis dit, il faut absolument que je rentre et que j'aille leur parler. Et je suis allée et je leur expliquais ma situation. Et en fait, c'était une école où Annelise venait d'Allemagne avec une background de Steiner, une éducation Steiner. Ouais. Et donc, elle avait créé son école d'abord dans sa maison, puis elle avait après maintenant 3 écoles et c'était une de ces écoles. Et dans son école, elle apprenait aux enfants 5 langues. Donc, elle leur apprenait le français, l'espagnol, l'allemand, le japonais
et l'anglais, je crois. Voilà, il y avait 5... peut-être le russe un petit peu, enfin. Et donc, quand elle m'a découvert, enfin quand je suis allée la voir, elle m'a dit, en effet, on pourrait vous prendre dans une classe de maternelle et vous pourriez enseigner le français à tous les enfants sur le campus. Et donc, elle m'a embauchée à 3 $ en plus que ce que je gagnais à l'école Montessori. Donc finalement, j'ai changé de camp et je suis allée travailler dans cette école pendant 7 ans. Et cette école m'a beaucoup inspirée. C'était une femme merveilleuse elle est toujours vivante d'ailleurs. Hein, c'était un peu comme Montessori. Donc j'ai eu d'abord Maria Montessori qui m'a beaucoup inspirée. Et Annelise, quand elle m'a embauchée, elle m'a dit, tu peux utiliser ton matériel Montessori dans ta classe. Donc j'ai eu cette chance d'avoir une classe dans cette école où elle faisait beaucoup de jardinage, un petit peu tous les trucs de Steiner, avec la nature, avec les éléments, avec l'art, beaucoup d'art très coloré. Et en plus, elle me laissait utiliser Montessori. Et elle utilisait des marionnettes quand elle parlait aux enfants. Et elle avait une manière de faire ça qui était extraordinaire. Donc voilà, ça m'a nourrie. J'étais là 7 ans. Et c'est là que j'ai vraiment vu des choses qui ont inspiré le modèle IWE. Qui ont commencé l'inspiration du modèle IWE en me disant, en fait, il n'y a pas un enfant qui est Montessori, il n'y a pas un enfant qui est Steiner, il n'y a pas un enfant qui est Reggio. Il y a des enfants, et le plus on leur offre, le plus ils peuvent s'épanouir vers le chemin qui sont plus. Mais moi, j'ai eu des enfants qui sont venus dans ma classe. Au départ, tu aurais dit, ça c'est un enfant Steiner, il n'a pas du tout envie de travailler, il a juste envie de se déguiser, de s'amuser, de toucher la boue. Et puis d'un coup, il y a un autre enfant qui arrive dans cette classe qui est opposé, qui a envie de faire des puzzles, de lire des livres, d'essayer d'écrire, de colorier. Et ils deviennent meilleurs amis. Et du coup, l'enfant qui voulait rien écrire, du coup, il veut, parce que son meilleur ami fait ça et il veut être comme lui. C'est vraiment l'âge d'imitation. Et je l'ai vu plusieurs fois, mais une fois très très évident avec 2 petites filles. Et c'était extraordinaire de voir comme cet enfant que jamais tu aurais pu penser transformé en quelques mois par l'amitié avec cet autre enfant. Et c'est là que j'ai vu les enfants sont tellement... ils sont ouverts à tellement de choses et il ne faut pas les mettre dans des boîtes et les limiter. Donc ça, c'était le début. Après, je me suis mariée et j'ai eu mon fils. Et quand je suis tombée enceinte, mon mari et moi, nous avions parlé longuement on ne voulait pas le mettre dans une crèche, on a attendu 5 ans pour l'avoir. On s'est mariés en 2000 et on l'a eu en fin 2004. Enfin, on s'est rencontrés en 98. Voilà, on était ensemble 5 ans avant qu'il naisse. Et on a fait ça très consciemment. On est même parti au Pérou pour appeler son âme. Et voilà, c'était une... Et dans cette conscience, on a dit on était conscient que les enfants sont comme des éponges avant l'âge de 6 ans. Ils absorbent tout et qu'on voulait qu'ils absorbent vraiment ce que nous, on était en harmonie avec. On ne voulait pas qu'ils soient... qui puissent absorber la violence, par exemple, que je trouve dans tellement d'écoles, même des écoles privées. Et donc, on avait décidé qu'on l'éduquerait, nous, donc moitié-moitié. Mon mari était musicien, donc lui partait travailler vers midi, 1h, et moi, je pouvais travailler le matin. Donc, j'ai décidé de travailler la première année, où on avait notre fils. Mon mari s'en occupait le matin. Il venait à l'école. Annalise avait permis que je l'allaite. Donc, il venait me l'emmener, je l'allaitais et puis il repartait avec lui. Et après, je rentrais, lui partait travailler. Et on a fait ça pendant 1 an. Et puis, finalement, à la fin de cette année-là, j'ai dit non, mais je veux être maman plein temps, quoi. Je veux être avec lui tout le temps. Je ne voulais plus travailler. Et donc, j'ai arrêté. Et mon mari a assumé nos finances à ce moment-là. Il pouvait, ça allait mieux. Et donc, j'étais maman à Christopher à la maison. Et là, j'ai réalisé qu'en étant en Amérique, loin de ma famille, même avant, quand je travaillais encore, je me suis sentie énormément isolée. Et j'ai trouvé ça super difficile. Alors que j'avais 39 ans quand j'ai eu mon enfant, donc j'étais quand même mature, Et je me rappelle, je suis rentrée de l'hôpital avec ce petit bout. D'abord, je voulais avoir une naissance naturelle, ça ne s'est pas fait. Bon, tout ça, c'est pour ça que j'ai écrit le premier livre. Oui, parce que juste pour information, quand même, tu as écrit 2 livres, c'est ça? Oui, ouais.
Et donc, c'est celui où tu abordes vraiment les 7 étapes pour une éducation à l'amour, qui est donc celui-là, je vous le montre, qui s'appelle ABC, Éducation vers la sagesse. Voilà. Et donc le premier livre, c'était ABC d'une parentalité consciente. Parce que justement, j'ai expériencé avoir cet enfant. Il y a plein de choses qui se sont passées. Et puis bon, mon enfant, je l'ai perdu il y a presque 11 ans, à une tumeur au cerveau juste avant son 4e anniversaire. Et le peu de temps que je l'ai eu, eh bien, il m'a enseigné beaucoup de choses. Et quand il est parti, j'ai vraiment été poussée de faire ce premier livre en espérant que ça puisse faire une différence dans la manière dont les couples choisissent de faire des enfants et la responsabilité autour de ça. Donc voilà, juste pour dire, je suis rentrée de l'hôpital après avoir voulu avoir un enfant. Je voulais qu'il naisse dans l'eau naturelle et puis ça ne s'est pas passé comme ça. Je me suis retrouvée à l'hôpital 3 jours plus tard. C'était compliqué, j'ai une césarienne. Ils me l'ont enlevé, j'ai même pas pu le tenir dans mes bras pendant 3 jours. C'était horrible. Enfin, il y a plein de choses que j'aurais pu faire mieux autour de ça. Donc voilà, j'ai essayé de partager ça dans le premier livre. Et du coup, je rentre à l'hôpital avec ce petit bout de chou dans les mains. Et puis la tête, elle va comme ça, tu vois. Je me dis, mais personne ne nous prépare à vraiment ce que c'est d'être parent. Et quand on a le support d'une communauté, il y a la grand-mère, elle le prend. Mais moi, j'étais toute seule aux États-Unis avec mon mari. Donc lui, il partait travailler. Puis du coup, j'étais des heures et des heures avec le bébé. Et c'était angoissant. C'était pas... on dit, oui, ça devrait être naturel. Quelque part, ça devrait. Mais il y a quelque chose... pour moi, c'était pas si naturel que ça. Et j'avais un enfant qui était, donc peut-être à cause de la manière dont il est né, il avait des coliques tout de suite, donc il pleurait beaucoup. Et la seule manière qu'il pleurait pas, fallait que je le mette sur mon bras et que je le secoue comme ça. Il était sur le ventre sur mon bras et là il était ok. Mais si je l'asseyais, il pleurait. Voilà, c'était constant et j'étais épuisée. Et donc voilà, il y a plein de choses dans le premier livre qui parlent de ça. Bon, j'ai passé ce stade difficile avec lui et puis après c'était juste le bonheur d'être maman. C'était un enfant merveilleux. Ouais. Juste par rapport à ton premier livre, parce que tout à l'heure on en parlait un petit peu, c'est pas le sujet de la causerie aujourd'hui, mais je pense qu'on fera une vidéo dédiée vraiment à ça, parce qu'en fait tu as élaboré et puis tu as le projet d'élaborer tout un jeu de cartes en fait autour de ça, mais finalement tu me disais aux États-Unis il faut une licence pour avoir un chien, il nous faut un permis de conduire pour conduire une voiture, mais finalement pour être parent, rien n'est demandé. Rien n'est demandé, alors qu'il y a un minimum. Et tout à l'heure, tu me montrais un petit peu les Pour critères. moi, personnellement, on ne devrait pas avoir un enfant sans avoir certaines choses mises en place. Mais même de l'idée qu'un parent part à l'hôpital, je ne sais pas, il devrait y avoir un test de est-ce que tu sais comment... il devrait y avoir des choses minimum avant que le parent puisse emmener l'enfant à la maison. Et il n'y a rien. Bon, et que souvent, c'est vrai, moi j'ai pu repérer comment souvent on fonce tête baissée dans une histoire d'amour, dans le mariage, dont on va fonder une famille, mais on ne réfléchit pas forcément aux valeurs qu'on a envie de transmettre. Absolument. Et ça, c'est fondamental, en fait. Il y a ça, et puis il y a aussi que maintenant, c'est malheureusement comme ça, mais 2 couples sur 3 ne survivent pas le couple, ne restent pas en couple, statistiquement. Donc au pire 1 sur 2, mais plutôt 2 sur 3. Donc le livre, il était fait pour dire que même si votre couple ne marche pas, que vous serez des bons parents ensemble, que vous avez les valeurs d'éducation pour l'enfant qui sont harmonieuses, que l'enfant ne va pas être tiraillé, que vous restez ensemble ou pas, par des choses comme un veut faire des vaccins, l'autre pas. Rien que ça, c'est énorme. Pour moi, j'appelle ça un deal breaker dans le livre. Et il y en a 12. Il y en a 12 deal breakers dans le livre que j'explore justement. Et de demander à un couple, avant d'avoir un enfant, de dire ok, voilà, je lis tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vraiment est super important pour moi, que si mon partenaire n'est pas d'accord, ça va être horrible. Et vraiment de chercher ces choses avant d'avoir l'enfant. Et c'est le but de ce jeu de cartes que peut-être tu vas m'aider à faire. C'est possible. Ça risque d'être une co-création.
Et pour mon plus grand bonheur. Mais donc sans oublier le fait que c'est vrai que lorsque l'enfant paraît, bien, très souvent il va venir réveiller l'ex-enfant en nous. Et donc toutes nos blessures. Absolument. En lien avec toutes nos transmissions transgénérationnelles, toute notre éducation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est pas dans la conscience de l'éducation qu'on a reçue. Et que quand l'enfant paraît, tout ça va venir réveiller, surgir, et que l'enfant est très doué pour venir nous titiller dans nos blessures. Absolument. C'est presque fait pour ça d'une certaine manière. Oui, oui. Voilà. Et donc c'est vrai que devenir parent, c'est un sacré parcours, et que bien souvent ça manque d'accompagnement. Ouais. On ne nous apprend pas. Voilà, il y a vraiment... Alors justement Et c'est bien, voilà, ça me ramène à... C'est aussi une des raisons que j'ai voulu créer ce modèle, parce que je me suis dit au départ, les choses les plus importantes dans la vie, l'amour, la parentalité, transmettre la vie, l'argent, survivre, l'énergie créatrice de l'argent, et bien ces choses-là, et la santé, vraiment, ce qu'on mange, ne sont pas enseignées à l'école. Bon, pourtant, c'est les choses qui mènent le monde. Et voilà, c'est pas dans l'éducation nationale, quoi. Et je me dis, il y a quelque chose qui va pas. On nous apprend pas à nous entendre, à communiquer, à savoir être et vivre ensemble, bienveillant, avec de la bienveillance. C'est ça qui aussi, j'ai découvert tellement de violence, et même, bon, le modèle il a été créé aux États-Unis, j'avais pas tellement la violence en tête, mais en revenant en France, ça fait 3 ans et demi que je suis là, j'ai travaillé dans plusieurs écoles, quelques publiques en périscolaire et 2 Montessori, que j'ai quittées toutes les 2, parce que les valeurs qui sont supposément dans le modèle, parce que Maria Montessori, vraiment, c'était une femme qui, dans l'enseignement qu'elle donnait, elle disait, c'est bien plus que le matériel, bien plus que l'environnement, qui est très, très important, c'est la personne elle-même qui enseigne, l'enseignant. L'enseignant doit être un modèle, un exemple de bienveillance, un exemple de douceur, un exemple de respect. Et c'est ça, donc il faut... C'est incarner les valeurs qu'on a envie de transmettre. Exactement, plus que tout ce qu'on peut apprendre dans les formations. Maintenant, ils font des formations Montessori en 1 semaine, et je me dis, mais c'est la folie. D'ailleurs, c'est pas possible. Donc c'est... Et ça, c'est valable pour l'enseignant comme pour les parents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut transmettre des valeurs à nos enfants, il s'agit de les incarner soi-même, parce que sinon on met l'enfant dans la confusion, ça devient pervers. C'est fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais. Mais ça, combien de parents ont dit ça? Fais ce que je te dis, mais pas ce que je fais. L'enfant moi je peux, toi tu peux pas. Voilà. Tout à l'heure tu disais que l'enfant apprend par imitation, donc il va s'imprégner de nos comportements, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on n'incarne pas les valeurs qu'on voudrait lui transmettre, du coup on va lui demander de se soumettre à des comportements qui ne sont pas cohérents, donc ça le met vraiment dans la confusion. Déstabilise, absolument. Ça le met dans la confusion, voire à une sorte de décodement psychologique, parce que ce qu'il va vivre, ce qu'il va ressentir au niveau émotionnel n'est pas cohérent avec ce qui est dit au niveau du psychologique, de la psyché. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et moi, j'ai vécu ça dans mon enfance, avec mes parents, comme beaucoup d'entre nous. On n'a pas eu des parents parfaits. Personne n'est parfait. Et on essaye tous de faire mieux que nos parents. Et en général, on arrive à faire mieux que nos parents. Mais le baromètre est bas. Et c'est ça que j'aimerais élever, le baromètre de conscience dans la parentalité, dans l'éducation. Donc voilà, c'est vraiment mes missions de vie. Parce que j'ai parlé un petit peu de Christopher, donc quand il était petit, j'ai eu la chance d'être avec lui. Et moi, j'étais formée Montessori, donc j'ai créé un environnement Montessori autour. Et en fait, c'est vrai que c'est là que c'est né, cette histoire contre la violence, parce que je voulais, comme je ne pouvais pas lui donner tout, je l'ai mis dans une petite école Montessori, Steiner. Il y avait des lapins, il y avait des poules, il y avait de la nature, l'environnement était magnifique, ça s'appelait un jardin enchanté. Je me suis dit, il va être heureux, il va développer d'autres parties que moi je ne peux pas lui donner. On n'avait pas de jardin, on n'avait pas d'animaux. Et donc, et vite, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose de fondamental dans cette éducation qui est plutôt, comment ils disent, alors, c'est délicat de le dire. Bon, je vais parler juste de cette école en particulier, où la maîtresse, et je pense que ça fait partie de l'enseignement, des valeurs, il pense que l'enfant
avant l'âge de raison, n'est pas capable d'entendre un discours sur c'est pas bien, il faut pas faire ça. Et donc, au lieu de dire non, on fait pas ça, ils vont rediriger. Donc ils vont venir, il y a 2 enfants, il y en a un qui tape un autre, et au lieu de dire wow, stop, c'est pas ok. Pas t'es une mauvaise personne parce que t'as fait ça, mais non, on fait pas ça. On fait pas ça. Et au lieu de faire ça, ils vont prendre l'enfant, oh ben viens par ici toi, et ils vont le faire jouer à quelque chose d'autre. Et ils n'adressent pas le problème. Et en fait, ce qui s'est passé avec Christopher, qui était vraiment un enfant, pas parce que c'était le mien et pas parce qu'il est parti, mais un enfant vraiment angélique, avec un cœur, voilà, il supportait pas aucune violence autour de lui, et il y avait un couple à l'époque avec 2 petites filles, une situation difficile, les parents se disputaient, se séparaient, et donc elles vivaient dans la violence dans leur couple, dans leur maison, et à l'école, elles poussaient d'autres enfants. Christopher était un de ces enfants qu'elles avaient poussé plusieurs fois, il avait pleuré, il m'en avait parlé, j'avais demandé à la maîtresse, et la maîtresse me disait non mais nous on ne parle pas de ces choses-là, parce qu'on ne veut pas que l'autre enfant qui a poussé se sente mal d'avoir poussé. Et dans cette idée, donc ça n'a pas été discuté, ça n'a pas été... Et ça s'est reproduit 2-3 fois. Et un jour, je suis dans un festival avec mon enfant qui est toujours adorable, gentil. Et puis, il y a une petite fille adorable sur le coin et il va la voir. Je me dis, il va lui faire un câlin ou va lui parler. Puis il arrive devant cette petite fille et il la pousse. J'étais choquée, je me suis dit, mais... Et c'est là que je regarde, je dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Et j'ai vu presque un petit sourire sur son visage, comme si cette fois, c'est lui qui était le plus fort. Cette fois, il savait ce que c'était de ne pas être de l'autre côté de ça. Et j'ai vu que c'était quelque chose... Lui, il n'a même pas réfléchi à ça, il a imité quelque chose et il a ressenti quelque chose. Et quand j'ai vu moi la petite, j'ai dit, mais regarde, elle pleure, c'est terrible, regarde, donne-lui un câlin, pourquoi tu as fait ça? Et là, il est allé, il a fait un câlin et on en a parlé. J'ai dit, mais j'ai compris que ça venait de ce que lui vivait à l'école. Et donc même dans ce jardin enchanté, la violence était permise, pas adressée et reproduite ailleurs, même avec un enfant qui ne connaissait pas la violence comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est cette violence psychologique où effectivement les mots ne sont pas posés sur le réel. C'est ça en fait, quand tu dis c'est pas adressé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous sommes des êtres de langage et qu'à un moment donné, c'est important de pouvoir poser des mots sur ce qui est vécu. Oui, et puis c'est aussi cette idée, comme je t'en parlais un petit peu avant, et c'est là qu'il va y avoir un chapitre entier écrit sur ça, inspiré aussi des Kogi, comme je t'avais raconté un petit peu, mais cette idée que quand un enfant va traverser la rue, le parent, l'adulte, voit l'enfant, il y a une voiture qui arrive, il va attraper l'enfant et c'est cette énergie de « wow, non, attention, regarde, il y a une voiture, on ne fait pas ça ». Même chose quand l'enfant va se brûler presque d'une marmite bouillante. Mais quand un enfant il tape, eh ben on va dire « ah, mais il ne faut pas taper, c'est pas bien ». Et moi je dis ce qui manque, c'est cette énergie qui dit « wow, non, on ne tape pas ». Ça fait mal à l'autre personne. C'est comme si on court pas la rue parce que tu peux te taper et mourir ou tu peux te brûler et ça fait mal. Mais c'est pareil si tu tapes quelqu'un. Voilà, pour moi, c'est de remettre avec la même intensité, avec la même énergie que si on blesse un autre ou soi-même, c'est pareil et que ce n'est pas acceptable. Et voilà, j'aimerais que les parents, d'abord entre eux, qu'il n'y ait pas de violence parce que c'est ça, c'est le serpent qui se mord la queue presque. C'est un gros travail. Mais si déjà dans les écoles, on ne tolère pas la violence, si on fait des réunions entre les parents où on parle de ça et on dit, voilà, on ne peut pas accepter la violence. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, proposer une éducation à l'amour à l'enfant, ça invite vraiment les parents à revisiter leur propre éducation, leurs propres blessures, leurs propres valeurs pour qu'ils puissent devenir l'incarnation même de ce qu'ils veulent transmettre. Et donc c'est un véritable engagement, c'est un véritable défi, challenge, parce que finalement, tout à l'heure tu disais il faut un village pour éduquer un enfant, mais
je dirais... Il faut un enfant pour éduquer le village. Il faut aussi un enfant pour éduquer le village. Absolument, je pense que c'est vrai. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, de passion, ça demande vraiment d'accepter de faire face à ses propres démons, à sa propre vulnérabilité, parce que face à son enfant, on a souvent envie de paraître fort, mais à un moment donné, je pense que même l'éducation, elle se fait aussi surtout en acceptant ses propres failles, ses propres blessures, ses propres limites, pour pouvoir se connecter profondément à ses valeurs. Absolument. C'est pour ça que dans la formation, parce que là je m'apprête à faire une formation, ma première formation, donc des enseignants IWE, au niveau ambassadeur, coach ou enseignant même, une des bases de cette formation, c'est qu'ils font au moins 2 formations de communication non violente en dehors de la mienne, avec 2 groupes différents, pour vraiment s'imprégner de ce que c'est de pouvoir parler en je ressens de la tristesse, de la colère, parce que j'ai besoin de, et de connecter émotions, besoins, avec nos besoins qui sont mondial, tout le monde a les mêmes besoins, donc on peut connecter au niveau besoin. Mais j'apprends ça aux tout petits, aux enfants de 3 ans. Je leur dis, ah, toi, tu as besoin d'être laissé tranquille, là, tu veux lire ton livre tranquillement, tu veux pas qu'on te dérange, c'est ça? Oui. Et lui, il a envie de jouer. Ah, d'accord, ben vous avez 2 besoins différents. Tu peux pas venir jouer là-bas avec ceux qui ont envie de jouer. Et puis toi, tu peux aller peut-être dans le coin où c'est un peu plus tranquille. Et voilà, gagnant-gagnant, quoi. Ouais, parce que finalement, tu parles de violence. Moi, j'ai une définition de la violence qui est la violence émerge lorsque je comble mon besoin au détriment de celui de l'autre. Absolument. Donc c'est gagnant-perdant. Et le modèle IWE, il est gagnant-gagnant, win-win. C'est la base du modèle. Tout le monde y gagne. Alors, puisqu'on est censé parler des 7 étapes ou des 7 valeurs, on va les aborder du coup assez succinctement. Hein. Mais la première, donc, c'est amour, notre fondation essentielle. C'est ça, c'est vraiment la base du modèle. C'est la base de la parentalité consciente aussi, et c'est la base d'une éducation consciente. Donc, dans le sens que s'il y a une dizaine d'enfants dans la classe et qu'il y en a un qui est triste et qui est tout seul et personne ne joue avec, eh ben on ne va pas, en tant qu'enseignant, laisser tous les autres s'amuser et laisser ce petit triste tout seul. On va appeler le village, on va dire « Wow, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et comment on peut être sûr que tout le monde participe ?» Puis il y a pas, parce que souvent les enfants, même tout petits, ils disent oh, « Toi tu peux jouer, mais toi non. Toi tu peux rentrer dans le tipi, mais pas toi. » Et c'est là, non, tout le monde, nous on partage, et on fait des conseils avec les enfants très jeunes, hein, avec des bateaux de parole, voilà, pour que l'amour, on dit toujours, est-ce que si c'était toi qui es mis de côté, comment tu te ressentirais? Eh ben pas bien, dès que l'enfant pense à ça, ben, il sait que c'est pas bien ou qu'il n'aimerait pas. Donc il va faire quelque chose pour changer. Donc là, on parle de l'amour avec un grand A, c'est-à-dire sans condition. C'est apprendre à accueillir l'autre sans condition. Oui, ouais, ça c'est l'amour inconditionnel, je sais pas, c'est plutôt dans l'idée de sans différence. Oui, ça rejoint. Ouais. Ça rejoint, parce que à un moment donné, quand on commence à juger c'est ça. Oui, c'est ça. On vient mettre des conditions. C'est ça. C'est surtout qu'on ne veut pas qu'un enfant souffre. C'est cette idée dans le livre, et elle est en photo, je vais la montrer parce que j'adore cette photo. C'est Ubuntu. Et c'est une histoire, tu la connais cette histoire de Ubuntu? Alors, les enfants africains qui font un cercle avec... Donc supposément l'histoire est... un anthropologue. C'est un anthropologue qui a proposé à des enfants dans un village de faire une course pour voir qui c'est qui gagnait. Celui qui gagnait aurait un beau gâteau. Et il y avait un grand groupe d'enfants, ils se sont tous regardés, ils se sont pris la main, ils ont commencé à courir tous ensemble. Et à la fin, l'anthropologue a dit à un des plus grands qui courait vite, mais pourquoi toi t'as pas couru, tu aurais gagné le gâteau? Et il lui dit, mais comment moi je peux manger le gâteau alors que tous mes frères et sœurs, ils ont faim? Et voilà, c'est l'idée que j'essaye d'emmener aux tout petits, de dire comment nous on peut s'amuser pendant que notre frère ou sœur il est en souffrance. C'est pas possible. Et les enfants, ils répondent très bien à ça.
Donc voilà, ça c'est la base du modèle gagnant-gagnant. La deuxième partie de l'amour en fondation, c'est de tolérer aucune violence. Et c'est ce que je parlais avant. Que vraiment, dès qu'il y a de la violence, on dit stop, qu'est-ce qui se passe, quels sont les besoins, quelles sont les émotions, et ça, on ne tolère pas. Qu'est-ce que c'est la conséquence juste pour tout le monde si quelqu'un est violent? Les enfants votent, ils participent à ça. Parce qu'ils connaissent un sens de justice au fond d'eux. S'ils ont le choix, s'ils ont la parole. Alors la deuxième étape ou valeur, c'est l'imagination, une pleine expression de soi. Oui, alors c'est peut-être basé sur la citation de Einstein, hein, l'imagination est plus importante que le savoir. Et je pense que c'est réel, que le problème dans notre éducation nationale, c'est qu'on essaye de remplir les cerveaux avec plein de savoir, jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus, et il n'y a plus de place pour rien. Et en fait, l'imagination, c'est tous les possibles. L'imagination, moi je dis que c'est le langage de l'âme. Eh ben voilà, c'est encore mieux dit. Bien. Notre intuition, notre âme communique avec nous à travers l'imaginaire. Parfait. Voilà. Et toutes les expressions, que ce soit la danse, l'art, voilà, tous les arts, la musique, la peinture, la littérature, la poésie, tous les arts, tout ce qui est possible dans l'imaginaire. L'idée qu'on peut demander aux enfants, et c'est la base du modèle aussi, parce qu'au début, dans le modèle IWE, je recommandais que des familles, donc je vais reculer un petit peu et dire, 20 ans dans l'enseignement, j'ai remarqué que sur 7 enfants qui vont dans l'école nationale, il y en a 2, c'est parfait pour eux. C'est fait pour eux, ils écoutent, ils voient le tableau devant, c'est parfait. Il y en a 3, c'est moitié-moitié. Leur intelligence différente, ils peuvent absorber quelque chose, mais d'autres choses, c'est plus difficile. Et il y en a 2 qui sont en complète souffrance dans le système. C'est comme si on les torturait, vraiment avec des outils de torture. Et c'est là que je dis, ça, c'est pas possible. C'est pas OK qu'on torture 2 enfants sur 7 dans l'éducation. C'est criminel, quoi. Et c'est ça qui a fait naître le désir de faire quelque chose d'autre au départ. Donc pour revenir à ça, ça parle aussi des intelligences multiples qui a été développé par Howard Gardner et il parle de 8 intelligences, les intelligences qu'on connaît, mais aussi intelligence musicale, spatiale, interrelationnelle. Alors, je ne les connais pas par cœur, mais voilà, il y en a. Et il y en a peut-être encore plus. On a des manières d'apprendre qui sont différentes, donc il faut les honorer. Et c'est pour ça que la méthode Montessori est fabuleuse, parce que tous les outils et le fait que l'enfant a ce cadre avec tellement de choses à sa disponibilité, mais qui va aller vers ce qu'il a besoin dans le moment, dans son moment de développement personnel, dans son moment émotionnel personnel, il peut choisir le travail qui le fait vibrer dans le moment. Et ça, c'est fabuleux. Donc le modèle est basé sur ça, de vraiment laisser les enfants, et voilà ce que je disais. Donc au début, j'encourageais les familles, donc entre 3 et 10 familles qui se rassemblent pour élever leurs enfants ensemble. Ils pouvaient faire ça aux États-Unis. En France, c'est un peu plus difficile, mais il y a des moyens et je peux en parler dans des séances de coaching. Donc choisir comme le village indigène, qui se rassemblent avec des cultures, avec des valeurs similaires. Et chaque parent va pouvoir apporter quelque chose de spécial à l'enfant. Peut-être, toi, tu adores faire l'art, la créativité, donc tu vas venir et tu vas jouer avec les enfants avec ton art. Peut-être ton mari, il adore faire des expériences scientifiques, donc il va venir et puis il va jouer avec de la science. Et puis il y en a un autre qui adore faire la cuisine, et puis il y en a un autre qui adore le chant et la poésie. Voilà. Chacun va apporter leur talent et leur passion naturelle au groupe. Et puis ce qui manque, on peut embaucher quelqu'un comme moi qui est spécialisé dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture Montessori, qui vient peut-être 3 heures par semaine et qui enseigne ça. C'est pas cher, tout le monde a les moyens. Parce que les écoles Montessori, les écoles Steiner, c'est cher. Et pas tout le monde peut. Et mon idée aussi, c'était de donner cette éducation dans les villages, dans les orphelinages, dans les endroits pauvres où il n'y a pas d'accès. Et de mettre ça sur vidéo pour qu'eux aussi ils aient accès à cette éducation. Voilà, ça c'est ma grande mission. Et la dernière partie, c'est quand on commence donc ce rassemblement de famille, qu'on va faire notre école,
l'idée, c'est de demander aux enfants qu'est-ce que ce serait pour eux l'endroit idéal où ils ont envie d'apprendre. Est-ce que c'est un tipi? Est-ce que c'est une maison dans un arbre? Est-ce que c'est une cabane? Est-ce que c'est un souterrain, quelque chose dans la terre, comme dans les écoles de Auroville? Et donc l'enfant va dire, et les premiers mois, peut-être les premiers 3 mois, tout le monde va participer à la construction de ce lieu. C'est un projet éducatif. Dans ce projet, ils apprennent à mesurer, ils apprennent à collaborer, les petits vont peut-être peindre des briques. Voilà, tout le monde crée l'espace. Voilà, et ça fait partie du modèle aussi, si c'est possible. Et si c'est pas possible, si c'est dans une maison, ils décorent l'endroit avec... s'approprier les lieux, voilà. quoi. Ouais. Super. Alors là, on était dans la partie imagination, donc maintenant nous allons rentrer dans la partie, la 3e étape, donc connaissance de soi et des autres. Alors, je pense que dans le modèle original, ça c'était leadership. Et je l'ai changé à connaissance parce que leadership, le mot est un peu flou en français, ça ne veut pas dire les mêmes choses. Donc en leadership, je voulais dire que dans l'éducation, on devrait mettre en valeur les choses qui sont importantes dans la vie, comme le bonheur, la paix, la santé. Et que les enfants devaient d'abord devenir leaders pour eux-mêmes dans ces domaines, pour pouvoir ensuite devenir des leaders dans le monde qui prend en conscience, qui s'occupe du bien-être de la communauté, le bien-être de l'entreprise pour qui ils sont leaders. Voilà, donc de développer la connaissance de soi. Et depuis que je suis rentrée en France, je faisais ça, mais maintenant c'est nommé plus avec des ateliers philo, parce que j'ai fait la formation de Frédéric Lenoir, de Sève, Savoir-être et vivre ensemble, où lui, il a emmené lui et d'autres qui font ça en France aussi, qui emmènent les ateliers philo dans les maternelles, dans les CP, et c'est extraordinaire. C'est devenu une des choses préférées que je fais, que ce soit avec les petits ou les ados, de voir les cerveaux librement s'exprimer, questionner l'autre et de voir les pensées. Voilà, ils pensent autrement, ils voient autrement que ce qui a été donné par les parents, par le petit groupe avec qui ils ont grandi. C'est magique. Voilà, c'est cette partie. Alors, 4e étape, la vision. Alors, la vision, c'est surtout une vision durable pour un monde durable, exactement, où tous les êtres sont respectés, où on trie nos déchets. Donc, on apprend ça aux petits dès le départ. Il n'y a pas une poubelle, il y en a 3. Il y a un compost, il y a ce qu'on recycle, il y a ce qu'on jette, on essaye de limiter ce qu'on jette. Il y a une conscience autour de l'électricité qu'on allume ou qu'on éteint, l'eau qu'on laisse couler ou pas. Voilà, il y a toute cette conscience d'honorer la Terre, d'honorer la planète qui nous nourrit et de ne pas aider au réchauffement climatique, de ne pas contribuer le moins possible à toutes ces choses-là. Et donc c'est enraciné dans les cultures indigènes, parce que ça m'a beaucoup inspiré, ça a beaucoup inspiré le modèle. J'ai passé beaucoup de temps avec les Amérindiens, avec les Kogi, avec... voilà, c'est riche, ces racines. Et donc, d'avoir ces racines, mais en même temps, d'avoir une vision du futur qui est grande, qui est lumineuse et qui est aussi un peu dans le sens de... Comment ça s'appelle on en parlait avant, l'intention qui crée, les mots qui créent, comment ça s'appelle j'ai pas les mots, une imagination quand on fait des tableaux de vision, quand on utilise la loi de... Tu l'as pas le mot non plus. Non, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, on en parlait avant, la loi de l'attraction. La loi de l'attraction. Donc, voilà, que nos pensées à un certain niveau créent. C'est l'imagination créatrice. L'imagination créatrice. Donc, mais d'être responsable pour ça, d'être responsable. Donc, si on n'avait pas imaginé partir sur la Lune, on n'y serait jamais allé. Si on a, voilà, qu'il faut ça, tout naît d'abord dans une idée, dans une intention. Voilà. C'est la loi de l'intention. En fait. Et leur apprendre ça, leur apprendre que eux, ils ont une intention. Et oui, on peut réaliser nos intentions. Et comment?
et faire des petits projets qui, voilà, ils voient que s'ils ont l'idée, qu'ils mettent le travail derrière, et ben oui, ça se réalise. C'est enseigner les lois de la vie, tout simplement. C'est comment fonctionne la vie, l'univers, le vivant. Les lois naturelles, les conséquences aussi, les conséquences naturelles. Ouais, c'est ça. Super. Alors, 5e étape, la communication. Alors, communication basée dans la bienveillance, je l'ai dit plus tôt, la communication non violente. Moi, j'ai été formée plusieurs fois, j'ai fait beaucoup de séminaires autour du travail de Marshall Rosenberg, la communication non violente, et puis d'autres travails autour d'une écoute bienveillante, autour de l'écoute imago, qui est un travail de couple particulièrement, mais dans ce travail de couple, il y a un dialogue imago que je trouve fabuleux. Bon, c'est copyright. Oh, je touchais le micro. Pardon. C'est copyright, donc on n'a pas le droit de dire que nous faisons un travail imago, mais c'est plutôt inspiré par le travail imago, et c'est un dialogue miroir. Donc, par exemple, toi, tu vas parler, tu vas dire quelque chose, et puis moi, je vais répéter ce que j'ai entendu. Et toi, tu vas me dire oui, c'est ça, ou tu vas me dire oui, c'est pas tout à fait ça, il manque ça. Et en fait, je me suis rendu compte quand j'ai fait ce travail que c'est très très difficile pour la plupart de nous de répéter exactement ce qu'on a entendu. On a nos filtres, on a des moments où on n'écoute pas, on pense à autre chose. Voilà, et une pratique de ça, de mettre un muscle là-dedans, d'être vraiment dans l'écoute. Ça, c'est la base de l'écoute, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Donc le bâton de parole, c'est l'outil pour ça. Celui qui a le bâton parle, les autres écoutent. Et on a 2 oreilles, donc écouter, c'est encore plus important que parler, des fois. Oui, c'est écouter pour inspirer la parole juste. Ouais. Bien sûr, c'est toujours j'accueille, j'écoute et je restitue c'est ce que j'ai compris dans une parole juste. Et c'est beau et c'est idéaliste, et moi je me rends compte que c'est extrêmement difficile. Ça fait 15 ans que j'ai cette pratique et c'est complètement pas encore naturel pour moi. C'est une bataille constante d'être dans la pleine conscience dans l'écoute, de ne pas penser à ce que je vais dire plus tard, de re-respirer, de re-écouter vraiment. C'est ça, tu as employé le mot juste, la respiration. Hein. J'ai fait dernièrement une petite vidéo sur la puissance du vide. À un moment donné, c'est accepter de ne pas savoir et de laisser vraiment, dans cet espace de respiration, de laisser simplement la conscience descendre dans la matière et imposer, dans une évidence, l'action juste, la parole juste. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que et non pas préparer la réponse mentalement. Voilà, de ne pas réagir, de vraiment à un moment donné dire j'accueille. C'est ça. Je laisse un moment de vide là et puis pouf, je respire et j'agis. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la réaction, mais dans l'action. Oui, l'action consciente. Ouais. Et donc là, on est dans l'équilibre féminin-masculin. Ouais. J'accueille et j'agis. C'est ça, c'est ça. Et c'est une pratique. Donc nous pratiquons le bâton de parole tous les jours. On a des moments où on peut s'exprimer avec ce bâton de parole. Alors ensuite, on arrive à 6, il y a plusieurs choses. L'altruisme, l'intuition, la gratitude. Oui. Donc l'altruisme, oui, c'est donc nous enseignons aux enfants tout petits, tout de suite, d'être dans un mode, nous on a tellement de bonheur, de joie, de bien-être, comment on peut le partager? Peut-être on va aller chanter dans une maison de retraite, parce qu'ils sont tristes, ils sont un peu tout seuls toute la journée, ils s'ennuient, on va leur emmener du soleil, peut-être on va leur faire des beaux dessins, ils peuvent les mettre dans leur chambre. Voilà, comment on peut emmener de la joie, de la bienveillance dans le monde autour de nous? Il y a des petits-enfants, ils n'ont pas de livres, ils n'ont pas de crayons. Est-ce qu'on pourrait faire une vente de limonade et on gagne des sous et on envoie un paquet dans une école en Afrique? Voilà. Comment? Mais dès le début, parce que cette notion de contribuer, de contribution, en fait, c'est cette idée que quand on reçoit un cadeau, bah oui, on est heureux, mais quand on le donne, on est 10 fois plus heureux. Et qu'ils aient cette expérience tout petit. C'est vrai que
ce que j'ai découvert tardivement dans ma vie, que c'était pas tant de recevoir de l'amour qui rendait heureux, mais c'était de pouvoir le donner. Que ma plus grande frustration, à un moment donné, c'est de ne pas pouvoir donner de l'amour parce que les gens sont en incapacité de la recevoir, parce que la relation est impossible, parce que... voilà, mais donner l'amour, c'est pouvoir le mettre en circulation en tous les cas, hein, cette énergie à partager. Là. C'est ça. Après, bon, l'intuition, donc oui, parce que bon, je suis aussi professeure de yoga, on n'en a pas parlé, mais je suis prof de yoga Kundalini, ça fait une 30aine d'années que je pratique et ça m'a vraiment inspiré aussi beaucoup, ce yoga dans ma vie et fait beaucoup de bien. Donc je l'enseigne aux enfants, le yoga Kundalini au niveau enfant bien sûr, mais... et dans le yoga, on fait des petits jeux d'intuition. Donc, pour activer le troisième œil, on va faire des jeux. Par exemple, tu vas penser à une couleur et puis moi, je vais deviner la couleur, tu vois, entre 4 couleurs. Et les enfants font, mais c'est extraordinaire comment ils sont... Et ils n'en reviennent pas eux-mêmes. Donc, voilà, ils adorent faire ça et j'adore le faire avec eux. Et la dernière partie, c'est la gratitude, la pratique de dire de quoi on est reconnaissant. Donc, des fois, à la fin de la journée, on va dire qu'est-ce que c'était tes 3 meilleurs moments aujourd'hui. Avant même on finit, on a tout rangé. Avant d'aller jouer, on va dire, chacun va dire parce qu'ils sont petits, leur chose préférée de la journée. Et on essaye de dire quelque chose de différent tous les jours, de la semaine au moins. Il y a une pratique, de prendre un journal de gratitude et d'écrire 3 choses dedans tous les jours pendant quelques semaines ou quelques mois. Pas les mêmes choses chaque jour et ça transforme des vies. Et oui, puis le soir, ils rentrent avec leur cahier à la maison et puis ils disent à papa et maman, alors. Exactement, ils ont quelque chose à dire. Exactement. Non mais c'est vrai parce que je veux dire, cultiver la gratitude, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école. Hein. Très tôt dans notre vie, on est tellement frustré, on est tellement soumis et obéissant qu'on cultive plutôt la frustration et la plainte. Et ce qu'on focalise sur, ça grandit dans notre vie. Là où on met l'attention, ouais. Et donc on arrive à la dernière étape qui est donc la réalisation de soi. Et qui est donc à travers le yoga, à travers la danse, à travers l'expression, à travers la méditation. J'apprends la méditation aux petits. Et vraiment pour se connaître complètement, c'est le but pour moi d'une éducation, que l'enfant sache vraiment qui il est, soit bien avec ses talents, ses passions, qu'il puisse les explorer, qu'il puisse... avoir c'est vraiment une éducation à l'amour pour les grands et pour les petits. Hein. C'est-à-dire que c'est pas que pour les enfants en fait. Hein. On l'a dit, on le redit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vraiment un projet qui doit s'incarner dans la famille pour que l'enfant puisse vraiment s'en imprégner. C'est bien que tu dis ça parce que c'est vraiment la chose que j'ai remarqué qui est le plus difficile, même dans une petite école privée, que les parents ne viennent pas participer plus, qu'ils ne se rencontrent pas. Dans le modèle idéal de IWE, les parents se rencontrent une fois par semaine pour 20 minutes, une demi-heure, mais une fois par mois, ils passent 3 heures ensemble, il y a un repas, il y a vraiment des liens qui se créent, des échanges profonds de comment ça se passe avec les instituts, avec les parents, qu'est-ce qu'on doit changer à la maison, comment on peut soutenir l'un et l'autre. Parce que quand il n'y a pas ça, c'est impossible. On peut faire une petite différence, mais elle est minime, que ça donne envie presque d'abandonner. On se sent les mains liées. Oui, non, mais c'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire que c'est vraiment, à un moment donné, retisser ce lien entre l'enseignant, le parent, l'enfant, entre les parents, enfin recréer une forme de village, une forme de communauté. Parce que c'est ce qui a disparu aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est vraiment isolés les uns des autres. La peur a pris beaucoup d'espace. Et qu'à un moment donné, fonder une éducation sur l'amour, c'est fonder une éducation sur ce qui relie, non pas sur ce qui sépare. Et la peur sépare. Exactement. Et l'amour relie. C'est ça. Voilà. Exactement. Tu ne pourrais pas mieux le dire. Écoute, je crois qu'on a fait un peu, d'une façon assez succincte, le tour de la question. Et je trouve qu'on finit bien, on termine bien cette petite causerie avec toi. Et puis avec le plaisir d'en refaire une autre. Si je peux dire une dernière chose pour la vision, grande vision du modèle, c'est que beaucoup de petites communautés se forment, que ce soit
avec les enfants dans l'école nationale et en dehors, ils font des choses ensemble pour emmener ces valeurs, ou que ce soit des enfants qui sont éduqués à la maison, qui se soutiennent, et que ces petites bulles d'IWI partout dans le monde, voilà, peuvent se connecter à travers l'Internet avec des échanges de emails, avec des vidéos Skype, et peut-être l'été se regrouper en famille de 50 familles dans un endroit naturel avec du camping et tout ça, et passer un mois ensemble et échanger dans des pays différents. Donc voilà, c'est la grande vision de IWI, et que ce soit mis tout sur vidéo pour que les moins, comment on dit, les moins chanceux puissent avoir cette éducation aussi. Super, merci Tatiana. Merci beaucoup. Alors si vous voulez les coordonnées de Tatiana, sous la vidéo. Voilà. Merci pour votre écoute, à très bientôt. Merci.